écoutez, on va commencer la lecture de Cendrillon de Perrault, et puis on basculera petit à petit sur les frères Grimm. Dans l'idée, d'ailleurs, je le demande hein, comment dire, au chat, il y a des contes que vous aimez bien, ou des romans, des poésies que vous aimeriez que je vous lise. N'hésitez pas à le dire dans le chat, hein, on retiendra avec Van Drake la liste de ce que vous souhaitez lire. Attention, encore une fois, il faut que ça soit tombé dans le domaine public, par pitié, s'il vous plaît. Donc, si vous voulez être sûr qu'une œuvre soit tombée dans le domaine public, allez sur la Bibliothèque nationale française, comme ça au moins on est sûr de ne pas se faire striker. Sachez qu'il y a énormément de choses qui sont tombées dans le domaine public. Donc si ça rentre, on va dire, dans ma ligne éditoriale, la ligne éditoriale de la chaîne, si je vois ce que vous me proposez a l'air sympa, eh ben pourquoi pas. Donc n'hésitez en aucun cas à me suggérer des lectures pour les prochains streams. Ça peut être cool, et puis voilà, c'est une belle interaction entre nous aussi. Voilà. Il était une fois un gentilhomme qui s'était remarié avec une femme hautaine et fière, mère de deux filles qui lui ressemblaient. Le mari avait, de son côté, une jeune fille d'une douceur et d'une bonté sans pareille. Les noces ne furent pas plus tôt terminées que la belle-mère fit éclater sa jalousie. Elle ne put souffrir les qualités de cette jeune enfant qui rendait ses filles encore plus haïssables. Elle la chargeait de tous les gros ouvrages de la maison. C'était elle qui faisait la lessive, lavait la vaisselle, frottait la chambre de madame et celle de mesdemoiselles. Elle couchait au grenier, sur une méchante paillasse, pendant que ses sœurs avaient de belles chambres avec des lits à la dernière mode et des miroirs où elles se voyaient des pieds jusqu'à la tête. La pauvre enfant souffrait tout avec patience et n'osait se plaindre à son père, car celui-ci obéissait aveuglément à sa femme. Lorsqu'elle avait fait son ouvrage, elle allait s'asseoir au coin de la grande cheminée, tout près des cendres, si bien que ses sœurs avaient pris l'habitude de l'appeler Cendrillon. Cependant, Cendrillon, avec ses méchants habits, était bien 100 fois plus belle que ses sœurs, bien qu'elles fussent vêtues magnifiquement. Il arriva que le fils du roi donna un bal et qu'il invita dans le pays toutes les personnes de rang élevé. Nos deux demoiselles furent privées d'y assister, car elles étaient filles de gentilshommes. Les voilà transportées de joie et fort occupées à choisir les robes et les coiffures qui leur iraient le mieux. Alors, furent privées, pardon, excusez-moi, c'est nos deux demoiselles furent priées d'y assister. Je me dis, c'est pas normal. Voilà, car elles étaient filles de gentilshommes. Moi, dit l'aînée, je mettrai ma robe de velours et ma garniture d'Angleterre. Moi, dit la cadette, je porterai mon manteau à fleurs d'or et mon collier de diamants. Cendrillon, qui avait très bon goût, s'offrit à les coiffer, ce qu'elles voulurent bien. En les coiffant, elle lui disait « Cendrillon, serais-tu heureuse d'aller au bal ?»« Hélas, mesdemoiselles, vous vous moquez de moi. Ce n'est pas ce qu'il me faut. »« Tu as raison, on rirait bien si on voyait une Cendrillon aller au bal. Enfin, l'heureux jour arriva. On partit, et Cendrillon les suivit des yeux le plus longtemps qu'elle put. Lorsqu'elle ne les vit plus, elle se mit à pleurer. Sa marraine, la voyant tout en pleurs, lui demanda ce qu'elle avait. Je voudrais bien. Elle pleurait si fort qu'elle ne put achever. Sa marraine, qui était fée, lui dit Tu voudrais bien aller au bal, n'est-ce pas ? Hélas, oui, dit Cendrillon en soupirant. Eh bien, tu seras bonne fille, dit sa marraine, et je t'y ferai aller. Elle la mena dans sa chambre et lui dit Va dans le jardin et apporte-moi une citrouille. Cendrillon revint aussitôt avec la plus belle citrouille du jardin, ne pouvant deviner comment cette citrouille la pouvait faire aller au bal. Sa marraine la creusa, et n'ayant laissé que l'écorce, la frappa de sa baguette, et la citrouille fut aussitôt changée en un beau carrosse tout doré. Ensuite, elle alla regarder dans sa souricière, où elle trouva 6 souris vivantes. Elle dit à Cendrillon de lever un peu la trappe de la souricière, et à chaque souris qui sortait, elle lui donnait un coup de sa baguette, et la souris était aussitôt changée en un beau cheval. Ce qui fit un bel attelage de 6 chevaux d'un beau gris de souris pommelé.
Comme elle était en peine, de quoi elle ferait un cocher. Attendez, je reprends. Ah, comme elle était en peine, de quoi elle ferait un cocher. Je vais voir, dit Cendrillon, s'il n'y a point quelques rats dans la ratière. Cendrillon lui apporta la ratière où il y avait 3 gros rats. La fée en prit un, à cause de sa grande moustache, et l'ayant touché, il fut changé en un gros cocher qui portait une moustache superbe. Ensuite elle lui dit: Va dans le jardin, tu y trouveras 6 lézards derrière l'arrosoir. Apporte-les-moi. Elle ne les eut pas plus tôt apportés que la marraine les changea en 6 laquais qui montèrent aussitôt derrière le carrosse avec leurs habits chamarrés et qui s'y tenaient assis comme s'ils n'eussent fait autre chose de toute leur vie. Puis la fée changea les pauvres habits de Cendrillon en vêtements de drap d'or et d'argent tout chamarrés de pierreries. Il aime bien le terme chamarré. Elle lui donna ensuite une paire de pantoufles de verre les plus jolies du monde. Quand elle fut ainsi parée, elle monta en carrosse. Mais sa marraine lui recommanda surtout de ne pas passer minuit, l'avertissant que, si elle demeurait au bal après l'heure indiquée, son carrosse redeviendrait citrouille, ses chevaux des souris, ses laquais des lézards, et qu'elle reprendrait sa robe de tous les jours. Cendrillon promit de l'écouter, et ne se sentant pas de joie, partit. On avertit le fils du roi qu'il venait d'arriver une grande princesse qu'on ne connaissait point. Il courut la recevoir, lui donna la main à la descente du carrosse et l'amena dans la salle où se trouvaient les invités. Il se fit alors un grand silence. On cessa de danser et les violons ne jouèrent plus, tant on était occupé à admirer les beautés de cette inconnue. On n'entendait qu'un bruit confus. Ah, qu'elle est belle! Le roi même ne se lassait pas de la regarder et dit tout bas à la reine qu'il y avait longtemps qu'il n'avait vu une si belle et si aimable personne. Toutes les dames étaient attentives à considérer sa coiffure et ses habits, pour essayer d'en avoir de semblables dès le lendemain. Le fils du roi la mit à la place la plus honorable, et ensuite la prit par la main pour la mener danser. Elle dansa avec tant de grâce qu'on l'admira encore davantage. On apporta une fort belle collation dont le jeune prince ne mangea point, tant il était occupé à l'admirer. Elle alla s'asseoir auprès de ses sœurs et leur fit 1000 honnêtetés. Elle leur offrit des oranges et des citrons que le prince lui avait donnés, ce qui les étonna fort, car elles ne la reconnaissaient point. Tout en causant, Cendrillon entendit sonner 11h 3/4. Elle fit aussitôt une grande référence à la compagnie et s'en alla le plus vite qu'elle put. Comme elle était occupée à raconter à sa marraine tout ce qui s'était passé au bal, les 2 sœurs frappèrent à la porte. Cendrillon alla leur ouvrir. Que vous êtes longue à revenir, leur dit-elle en bâillant, en se frottant les yeux comme si elle venait de se réveiller. Si tu étais allée au bal, lui dit une de ses sœurs, tu ne t'y serais pas ennuyée. Il est venu la plus belle princesse qu'on puisse jamais voir. Elle nous a fait 1000 gentillesses, elle nous a donné des oranges et des citrons. Cendrillon ne se sentait pas de joie. Elle leur demanda le nom de cette princesse, mais elles lui répondirent qu'on ne la connaissait pas, que le fils du roi donnerait toute chose au monde pour savoir qui elle était. Elle était donc bien belle, mon Dieu, que vous êtes heureuse. Ne pourrais-je point la revoir? Cendrillon s'attendait bien au refus de ses sœurs. D'ailleurs, elle aurait été bien embarrassée si elles eussent accepté de l'emmener au bal. Le lendemain, les 2 sœurs allèrent au bal et Cendrillon aussi, mais encore mieux parée que la première fois. Le fils du roi fut toujours auprès d'elle et lui fit toutes sortes d'amabilités. La jeune demoiselle ne s'ennuyait point et oublia ce que sa marraine lui avait recommandé, de sorte qu'elle entendit sonner le premier coup de minuit, lorsqu'elle croyait qu'il n'était que 11h. Elle se leva et s'enfuit prestement. Le prince la suivit, mais ne put la rattraper. Dans sa fuite, elle laissa tomber une de ses pantoufles de verre que le prince ramassa avec soin. Cendrillon arriva chez elle bien essoufflé, sans carrosse, sans laquais, et avec ses pauvres habits, rien ne lui étant resté de toute sa magnificence qu'une de ses petites pantoufles. Le fils du roi, fort amoureux de la belle princesse, fit publier à son de trompe, qu'il épouserait celle dont le pied irait jusqu'à la mignonne chaussure. On commença à l'essayer aux princesses, ensuite aux duchesses et à toute la cour, mais inutilement. On l'apporta aux 2 sœurs qui firent tout leur possible pour y faire entrer leurs pieds, mais elles ne purent en venir à bout.
Cendrillon, qui la regardait et qui la reconnut, dit en riant: Voulez-vous que je voie si elle n'irait pas à mon pied? Ses sœurs se mirent à rire et à se moquer d'elle. Le gentilhomme qui faisait l'essai de la pantoufle, trouvant Cendrillon fort belle, dit que cela était juste et qu'il était l'ordre de l'essayer à toutes les filles. Il fit asseoir Cendrillon et fut fort surpris de voir que la pantoufle la chaussait parfaitement. L'étonnement des deux sœurs fut grand, mais il fut plus grand encore quand Cendrillon tira de sa poche l'autre petite pantoufle qu'elle mit à son pied. À ce moment arriva la marraine qui, ayant donné un coup de baguette sur les habits de Cendrillon, les fit devenir encore plus magnifiques qu'ils ne l'avaient été. Alors, ces deux sœurs la reconnurent pour la belle personne qu'elles avaient vue au bal. Elles se jetèrent à ses pieds pour lui demander pardon de leur méchanceté. Cendrillon les releva et leur dit en les embrassant qu'elle leur pardonnait de bon cœur. On la mena chez le jeune prince, pareil comme elle était. Il la trouva encore plus belle que jamais, et peu de jours après, il l'épousa. Cendrillon, qui était aussi bonne que belle, fit loger ses deux sœurs au palais et les maria, dès le jour même, à de grands seigneurs de la cour. Voilà, ça c'est Cendrillon de Perrault. Désolé, j'ai eu quelques couacs sur la lecture. Effectivement, on n'écrit plus trop comme ça, hein, dit-il. Ah, le conteur du soir. Vous avez pu peut-être entendre, vous avez pu remarquer que on est assez proche du Cendrillon de Disney, sachant que Disney a hyper édulcoré. Vous avez pu voir aussi que le conte de Perrault est quand même relativement court par rapport à ce qui se passe dans le dessin animé, c'est-à-dire qu'en fait, ben oui, il y a pas mal d'ellipses finalement. Pareil, il y a un truc dans le conte qui est intéressant, c'est que en fait, Cendrillon retourne au bal une deuxième fois. Et c'est à ce moment-là qu'elle perd la pantoufle. Donc ça c'est intéressant parce que ça n'est pas développé, ça n'est pas dit dans le Cendrillon que tout le monde connaît. Alors d'autre part, bien sûr, on est dans un conte où effectivement on dit toujours oui, ces contes qui font rêver les filles voilà, ou les garçons. Voilà, un jour mon prince viendra, etc., etc. Et qui fait croire des choses aux enfants, qui fait croire des choses, voilà. Ce qui est intéressant dans le Cendrillon, en fait, c'est en tout cas celui de Perrault, parce qu'on va voir que dans celui de Grimm, c'est complètement différent. Mais dans celui de Perrault, ce qui est intéressant, c'est que justement, on est sur le pardon. Les sœurs qui ont fait des crasses, mais épouvantables. Alors, là, encore une fois, c'est pas du tout développé dans le conte de Perrault, mais on imagine bien que bon, bah, la pauvre Cendrillon, bon, bah oui, effectivement, elle vit pas dans ce qu'elle devrait, dans ce quoi elle devrait vivre, en fait. Et on va voir que justement, eh ben, du coup, grenouille en vadrouille. Coucou. On va repartir sur, on va repartir du coup sur Cendrillon. Alors, le Cendrillon des frères Grimm. La femme d'un homme riche tomba malade et, sentant sa fin prochaine, elle fit venir sa seule enfant, une petite fille à son chevet et lui dit: Ma chère enfant, reste pieuse et bonne, et le bon Dieu t'assistera toujours. Quant à moi, je te regarderai depuis le ciel et je serai à tes côtés. Sur ces mots, elle ferma les yeux et mourut. La fillette se rendait tous les jours sur la tombe de sa mère en pleurant, et elle restait pieuse et bonne. Quand vint l'hiver, la neige recouvrit la tombe d'un petit drap blanc, et lorsque le soleil l'enleva au printemps, l'homme épousa une autre femme. Cette femme amena avec elle ses deux filles dans la maison. Celles-ci avaient le visage beau et blanc, mais leur cœur était méchant et noir. Des temps difficiles commencèrent alors pour la pauvre belle fille. Que fait cette pauvre sotte dans la belle salle avec nous dirent les deux sœurs. Quand on veut manger du pain, il faut le gagner. Dehors, la fille de cuisine. Elles ôtèrent à la fillette ses beaux habits, lui mirent un vieux sarrau gris et lui donnèrent des sabots de bois. Voyez un peu comme cette princesse si fière est endimanchée, s'exclamèrent-elles en pouffant de rire. Puis elles l'emmenèrent à la cuisine. La fillette devait y travailler dur, du matin jusqu'au soir, se lever de bonne heure, avant l'aube, porter de l'eau, allumer le feu, faire la cuisine et la lessive. En plus, les deux sœurs lui infligeaient toutes les misères imaginables. Elles se moquaient d'elle, ils lui renversaient ses pois et ses lentilles dans les cendres.
si bien qu'elle était obligée de les trier de nouveau. Le soir, quand elle s'était épuisée au travail, ce n'est pas dans un lit qu'elle s'allongeait, mais dans les cendres, près de l'âtre. Et comme, pour cette raison, elle était toujours sale et couverte de poussière, elles l'appelèrent Cendrillon. Un jour, le père voulut aller à la foire. Il demanda alors à ses belles-filles ce qu'elles voulaient qu'il leur apporte. De beaux habits, dit l'une, des perles et des pierres précieuses, dit l'autre. Mais toi, Cendrillon, que voudrais-tu avoir demande le père. Mon père, le premier rameau qui heurtera votre chapeau sur le chemin du retour, brisez-le et rapportez-les-moi. Le père acheta donc pour ses belles-filles de beaux habits, des perles et des pierres précieuses, et sur le chemin du retour, comme il traversait un buisson verdoyant, un rameau de noisetier le frôla et fit tomber son chapeau. L'homme brisa le rameau et l'emporta avec lui. Lorsqu'il arriva chez lui, il offrit à ses belles-filles les cadeaux qu'elles lui avaient demandés, et il donna à Cendrillon le rameau de noisetier. Cendrillon remercia son père, puis elle se rendit sur la tombe de sa mère et y planta le rameau. Elle pleurait tant que ses larmes tombèrent sur la branche et l'arrosèrent. Celle-ci se mit alors à grandir et donna un bel arbre. Tous les jours, Cendrillon s'y rendait 3 fois. Elle pleurait et priait, et chaque fois, un petit oiseau blanc venait se poser sur l'arbre. Et quand la jeune fille faisait un vœu, le petit oiseau lui jetait ce qu'elle lui avait demandé. Pardon. Il se trouva cependant que le roi donna un bal qui devait durer 3 jours, et auquel toutes les belles demoiselles du pays étaient invitées, pour que son fils puisse choisir une fiancée. Je fais une parenthèse, je fais une petite pause par rapport au stream. Je vous rappelle que tout ce que je lis n'est pas le reflet de ma pensée politique, religion, etc., etc., etc. Comme vous pouvez le constater et le remarquer, c'est que ces contes, en fait, eh bien, il ne faut surtout pas les enlever de leur contexte, hein. Là, on est dans un contexte qui est quand même assez chrétien. On est quand même dans un contexte, euh, un peu misogyne. Euh, L'homme choisit sa fiancée, quoi. C'est pas, voilà. Bref, on reparlera de ça plus tard. Bref, donc du coup, pour que son fils puisse choisir une fiancée. Quand elles entendirent qu'elle devait y aller aussi, les 2 belles sœurs furent de bonne humeur. Elles appelèrent Cendrillon et lui dirent: Coiffe-nous les cheveux, brosse nos souliers et ajuste-nous nos ceintures. Nous allons au bal, au château du roi. Cendrillon obéit, mais en pleurant, car elle serait bien allée au bal, elle aussi, et elle demanda à sa marâtre si elle ne lui permettrait pas d'y aller. Toi, Cendrillon, lui dit celle-ci, tu es couverte de poussière et de saleté, et tu veux aller au bal? Tu n'as ni habit, ni souliers, et tu veux danser? Comme la jeune fille continuait à la supplier, elle dit finalement: Tiens, je viens de renverser un plat de lentilles dans les cendres. Si en 2 heures tu parviens à trier les lentilles, tu auras le droit de venir avec nous. La jeune fille sortit dans le jardin par la porte de derrière et appela: Vous, mes petites colombes apprivoisées, vous, les tourterelles, vous, tous les petits oiseaux de la terre, venez et aidez-moi à trier. Les bonnes dans le pot, les mauvaises dans votre jabot. 2 colombes blanches entrèrent alors par la fenêtre de la cuisine, puis vinrent les tourterelles, et enfin tous les oiseaux de la terre entrèrent dans un bruissement d'ailes et se posèrent tout autour des cendres. Les 2 colombes se mirent à hocher leur petite tête et à faire pic, 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 pic. Et tous les autres oiseaux se mirent aussi à faire pic, 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 pic. Et ils ramassèrent tous les bons grains dans le plat. Et avant qu'une heure ne se fût écoulée, ils avaient terminé et étaient repartis. La jeune fille, qui se réjouissait et qui pensait qu'elle aurait à présent le droit d'aller au bal, porta alors le plat à sa marâtre. Mais celle-ci lui dit: Non, Cendrillon, tu n'as pas d'habit et tu ne sais pas danser. D'accord, donc là ça va être le pause câlin. Pause câlin avec replay. Ah, allez mon chat, pose-toi parce que je suis en train de lire. Oui, mon chat. Non, Cendrillon, tu n'as pas d'habit et tu ne sais pas danser. Les gens ne feront que se moquer de toi. Voyant qu'elle se mettait à pleurer, la marâtre lui dit: Si tu es capable en 1 heure de trier 2 plats de lentilles, alors tu viendras avec nous. Mais elle pensait: Elle n'y parviendra jamais. Quand la marâtre eut renversé dans les cendres 2 plats de lentilles, Cendrillon sortit dans le jardin par la porte de derrière et appela:
Vous, mes petites colombes apprivoisées, vous, les tourterelles, vous, tous les petits oiseaux de la terre, venez et aidez-moi à trier. Les bonnes dans le pot, les mauvaises dans votre jabot. Deux colombes blanches entrèrent alors par la fenêtre de la cuisine, puis vinrent les tourterelles, et enfin tous les oiseaux de la terre entrèrent dans un bruissement d'ailes et se posèrent tout autour des cendres. Les deux colombes se mirent à hocher leurs petites têtes et à faire pic 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 pic, et tous les autres oiseaux se mirent aussi à faire pic 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 pic, et ils ramassèrent tous les bons grains dans les deux plats. Et avant qu'une demi-heure ne se fût écoulée, ils avaient terminé et étaient repartis. La jeune fille, qui se réjouissait et qui pensait qu'elle aurait à présent le droit d'aller au bal, porta alors les plats à sa marâtre. Mais celle-ci lui dit : « Tout cela est inutile. Tu ne viendras pas avec nous, car tu n'as pas d'habit, tu ne sais pas danser. Tu nous ferais honte. » Sur ces mots, elle lui tourna le dos et partit en hâte, accompagnée de ses deux orgueilleuses filles. Quand il n'y eut plus personne à la maison, Cendrillon alla sur la tombe de sa mère, se plaça sous le noisetier et s'écria : « Petit arbre, secoue-toi, d'or et d'argent, recouvre-moi. » Je reprends. Donc elle se plaça sous le noisetier et s'écria : « Petit arbre, secoue-toi, d'or et d'argent, recouvre-moi. » L'oiseau lui jeta alors du haut de l'arbre une robe d'or et d'argent et des pantoufles brodées de soie et d'argent. Cendrillon passa la robe en toute hâte et partit au bal. Ses sœurs et sa marâtre ne la reconnurent pas et se dirent que ce devait être la fille d'un roi étranger, tant elle était belle dans sa robe d'or. Elles ne pensèrent pas un instant que ce pouvait être Cendrillon, car elles la croyaient à la maison, agenouillée dans la poussière en train de ramasser les lentilles dans les cendres. Le fils du roi vint à la rencontre de la jeune fille, il la prit par la main et dansa avec elle. Il ne voulait danser avec personne d'autre et ne lâchait donc pas sa main. Et quand un autre danseur s'approchait d'eux, il lui disait : « C'est ma cavalière. » Pas touche. Cendrillon dansa jusqu'au soir. Puis elle voulut rentrer chez elle. Mais le fils du roi lui dit : « Je vais t'accompagner, car il voulait voir d'où venait cette belle demoiselle. » Elle lui échappa cependant et se réfugia dans le pigeonnier. Le fils du roi attendit alors que le père de Cendrillon fut de retour et lui dit que la belle étrangère avait disparu dans le pigeonnier. Le vieillard se dit : « Serait-ce Cendrillon ? » Il dut apporter au fils du roi une hache et des pioches pour qu'il puisse casser le pigeonnier, mais il n'y avait personne à l'intérieur. Et lorsqu'ils entrèrent dans la maison, ils trouvèrent Cendrillon couché dans la cendre, dans ses habits tout sales, éclairé par une petite lampe à huile toute terne qui était accrochée dans la cheminée. Car Cendrillon s'était dépêché de ressortir par l'arrière du pigeonnier, elle avait couru vers le noisetier, ôté ses beaux habits et les avait posés sur la tombe, et l'oiseau les avait repris. Puis elle s'était assise au milieu des cendres, dans la cuisine, vêtue de son pauvre sarrau gris. Le lendemain, quand le bal reprit et que les parents et les belles-sœurs furent repartis, Cendrillon retourna auprès du noisetier et dit : « Petit arbre, secoue-toi, d'or et d'argent, recouvre-moi. » L'oiseau lui jeta alors une robe plus magnifique encore que celle de la veille. Oh, le lapsus, je reprends. L'oiseau lui jeta alors une robe plus magnifique encore que celle de la veille. Remarque que celle de la vieille, ça marche avec la vieille marâtre. Hein. Et quand Cendrillon apparut au bal, vêtu de cette robe, tous furent émerveillés par sa beauté. Le fils du roi, quant à lui, l'avait attendue. Il la prit tout de suite par la main et ne dansa qu'avec elle. Quand d'autres venaient pour inviter Cendrillon à danser, il disait : « C'est ma cavalière. » Je rajoute parce que c'est rigolo, pas touche. Le soir venu, Cendrillon voulut partir et le fils du roi la suivit pour voir dans quelle maison elle allait. Mais elle se sauva et courut dans le jardin qui se trouvait à l'arrière de sa maison. Il y poussait un arbre grand et beau qui portait les plus belles poires qui soient. Cendrillon grimpa entre ses branches avec l'agilité d'un écureuil, si bien qu'il fut impossible au fils du roi de savoir où elle était passée. Il attendit cependant que le père de Cendrillon fût de retour et lui dit : « La belle étrangère m'a échappé et je crois qu'elle est grimpée dans le poirier. » « Serait-ce Cendrillon ? Se dit le père. Il fit apporter sa cognée et abattit l'arbre, mais il n'y avait personne dans les branches. Et quand ils entrèrent dans la cuisine, Cendrillon était couchée dans les cendres comme à l'accoutumée, car elle était redescendue de l'arbre par l'autre côté, avait rendu ses beaux habits à l'oiseau qui était perché sur le noisetier, et elle avait remis son pauvre sarrau gris.
Le troisième jour, quand les parents et les sœurs furent partis, Cendrillon retourna sur la tombe de sa mère et s'adressa ainsi à l'arbre. Petit arbre, secoue-toi, d'or et d'argent, recouvre-moi. L'oiseau lui jeta alors une robe si somptueuse et si scintillante qu'elle n'en avait jamais eu de telle auparavant, et des pantoufles qui étaient tout en or. Lorsqu'elle arriva au bal dans cette robe, tous furent étonnés, si étonnés que personne ne savait quoi dire. Le fils du roi ne dansa qu'avec elle, et quand un autre venait pour l'inviter, il disait « C'est ma cavalière, pas de touche ». Quand vint le soir, Cendrillon voulut s'en aller. Le fils du roi voulut l'accompagner, mais elle lui échappa si vite qu'il fut incapable de la suivre. Il avait cependant eu recours à une ruse, et avait fait enduire de poix tout l'escalier. C'est une espèce d'huile collante. On versait de la poix chaude d'ailleurs sur les remparts dans le Moyen-Âge, je crois bien, hein, pour brûler les envahisseurs. C'était super sympa. Bref. Donc il avait cependant eu recours à une ruse et avait fait enduire de poix tout l'escalier. La pantoufle gauche de Cendrillon, que celle-ci avait perdue en descendant l'escalier, y était restée collée. Le fils du roi la ramassa. Elle était petite et délicate et tout en or. Le lendemain matin, il alla trouver le père de Cendrillon et lui dit « Je ne prendrai pour femme que celle à qui ira ce soulier d'or. » Les deux sœurs se réjouirent alors, car elles avaient de jolis pieds. L'aînée emporta le soulier dans la chambre pour l'essayer, et sa mère se tenait près d'elle. Mais elle ne parvint pas à y faire entrer son gros orteil. Le soulier était trop petit pour elle. Sa mère lui tendit alors un couteau en disant « Coupe-toi l'orteil, quand tu seras reine, tu n'auras plus besoin d'aller à pied. » La fille se coupa donc l'orteil, enfonça son pied dans le soulier et serra les dents pour ne rien laisser paraître de sa douleur, et elle sortit retrouver le fils du roi. Pensant que c'était sa fiancée, il la fit monter sur son cheval et partit avec elle. Cependant, leur chemin passait près de la tombe. Les deux colombes y étaient perchées sur le noisetier, elles chantèrent. Roucoule, roucoule, dans le soulier le sang coule, le soulier est trop petit, la vraie fiancée est encore au logis. Le fils du roi baissa alors les yeux pour regarder le pied de la jeune fille et vit que le sang en coulait à flots. Il fit faire demi-tour à son cheval, ramena la fausse fiancée, la fausse fiancée chez elle en disant que ce n'était pas la bonne et que l'autre sœur devait essayer le soulier. Celle-ci emporta alors le soulier dans la chambre et parvint à y faire entrer ses orteils. Mais son talon était trop grand. Sa mère lui tendit alors un couteau en disant « Coupe-toi le talon. Quand tu seras reine, tu n'auras plus besoin d'aller à pied. » La jeune fille se coupa donc un morceau de talon, enfonça son pied dans le soulier et serrant les dents pour ne rien laisser paraître de sa douleur, elle sortit retrouver le fils du roi. Pensant que c'était sa fiancée, il la fit monter sur son cheval et partit avec elle. Lorsqu'ils passèrent près du noisetier, les deux colombes qui étaient perchées chantèrent « Roucoule, roucoule, dans le soulier le sang coule. Le soulier est trop petit, la vraie fiancée est encore au logis. » Le fils du roi baissa alors les yeux pour regarder le pied de la jeune fille et vit que le sang dégoulinait du soulier et que les bas blancs étaient tout tachés de rouge. Il fit donc faire demi-tour à son cheval et ramena la fausse fiancée chez elle. « Ce n'est pas la bonne non plus, dit-il. N'avez-vous pas une autre fille ?»« Non, répondit le père, il n'y a guère qu'une petite Cendrillon, toute chétive, que j'ai de ma défunte épouse, mais elle ne saurait être votre fiancée. » Le fils du roi lui dit de la faire monter, mais la mère répliqua « Oh non, elle est bien trop sale, elle ne peut se montrer. » Mais le fils du roi voulait absolument la voir, et il fallut appeler Cendrillon. Celle-ci se lava tout d'abord les mains et le visage, puis elle alla s'incliner devant le fils du roi, qui lui présenta le petit soulier d'or. Elle s'assit ensuite sur un escabeau, sortit son pied du lourd sabot qu'elle portait et enfila la pantoufle, qui lui allait parfaitement. Et quand elle se leva et que le fils du roi posa les yeux sur son visage, il reconnut la belle demoiselle qui avait dansé avec lui et s'écria « Voilà la vraie fiancée !» La marâtre et ses deux filles prirent peur et pâlirent de colère. Quant à lui, il installa Cendrillon sur son cheval et partit avec elle. Lorsqu'ils passèrent près du noisetier, les deux colombes blanches chantèrent « Roucoule, roucoule, pas de sang dans le soulier. Le soulier n'est pas trop petit, la vraie fiancée, il l'emmène chez lui. »
Et après avoir chanté ceci, elles quittèrent l'arbre pour venir se poser sur les épaules de Cendrillon, l'une à droite, l'autre à gauche, et elles y restèrent. Quand on fut sur le point de célébrer le mariage de Cendrillon avec le fils du roi, ses perfides sœurs vinrent la trouver pour s'insinuer dans ses bonnes grâces et prendre part à son bonheur. Quand les mariés prirent le chemin de l'église, la sœur aînée marchait à leur droite et la cadette à leur gauche. Les colombes leur crevèrent alors un œil à chacune. Plus tard, à la sortie de l'église, l'aînée marchait à la gauche des mariés et la cadette à leur droite. Les colombes leur crevèrent alors à chacune l'autre œil. Et la cécité fut donc la punition de leur méchanceté et de leur perfidie pour le restant de leurs jours. Donc, du coup, vous pouvez voir que par rapport au Disney, en fait, il y a pas mal de choses. C'est-à-dire que dans le conte de Perrault, on avait les souris. Et ici, là, du coup, on a les oiseaux, en fait, qui aident Cendrillon. Donc, en fait, Monsieur Disney, en fait, il a fait un bon pot pourri de ce qui existait à l'époque. On va partir sur un conte que moi, vraiment que j'affectionne pour terminer cette belle soirée, en tout cas cette première du Conteur du Soir. Ça s'appelle Les Trois Plumes. Alors, c'est un conte, c'est marrant parce que ça, c'est un conte que je lis tout le temps. Que je lis tout le temps à des enfants, que je lis tout le temps à des adultes aussi. Je trouve que Les Trois Plumes, pour moi, c'est un conte d'exemplarité en fait sur le jugement. Euh, je déteste l'injustice, je déteste le jugement, je déteste qu'on juge qui que ce soit pour quoi que ce soit, voilà, c'est on n'est rien en fait. On a des tribunaux hein, pour juger les gens selon la loi des hommes, hein, bien sûr, mais juger quelqu'un pour ce qu'il est, pour ce qu'il a envie de devenir, on n'a aucun droit en fait. On n'a aucun droit à juger quelqu'un. Quelle que soit la personne, quelles que soient ses idées, sa religion, sa sexualité, peu importe, on a aucun droit, en fait. Tant que, pour moi, cette personne est heureuse et ne vient pas imposer, on va dire, comment dire, ses idées, tout ça, enfin voilà. C'est un petit peu d'ailleurs ce que je demande sur cette émission, hein, voilà, qu'on soit tous respectueux les uns des autres. Les trois plumes, ça fait partie un petit peu de ça. Alors, je vais essayer de lire, étant donné que j'ai Nero sur le... Voilà, c'est mes deux compagnons de vie, Nero, qui est là, et mon replay, qui est par là. Alors, replay, pas comme replay, le replay de l'émission, hein, c'est replay, Hélène Replay d'Alien. Oui, c'est un garçon, et je l'ai appelé replay, parce que ça lui va trop bien. Bref, un jour, je vous raconterai l'histoire. Alors, les trois plumes. Il était une fois un roi qui avait trois fils. Deux d'entre eux étaient intelligents et avisés. Le troisième, quant à lui, ne parlait pas beaucoup. Il était simple d'esprit et s'appelait simplement l'idiot. Quand le roi se fit vieux et faible et qu'il se mit à penser à sa mort, il ne sut pas lequel de ses fils devrait hériter de son royaume. Il leur parla alors ainsi : « Partez, et c'est celui d'entre vous qui me rapportera le tapis le plus délicat qui sera roi à ma mort. » Et pour éviter toute dispute entre eux, il les emmena devant son château et souffla sur trois plumes pour les faire s'envoler en disant : « Là où elles s'envoleront, c'est par là que vous devrez aller. » L'une des plumes s'envola vers l'ouest, l'autre vers l'est. Quant à la troisième, elle vola tout droit et n'alla pas bien loin, se posant bientôt sur le sol. L'un des frères partit donc à droite, l'autre à gauche, et ils se moquèrent de l'idiot qui fut bien obligé de rester près de la troisième plume, là où elle s'était posée. L'idiot s'assit par terre, et il était triste. Il remarqua soudain que, près de la plume, il y avait une trappe. Il la souleva et trouva un escalier qu'il descendit. Il arriva devant une autre porte et y frappa. Puis il entendit une voix appeler à l'intérieur. « Petite et verte demoiselle, patte ridée, petit chien, un bond par-ci et un par-là, va vite voir qui est là. » La porte s'ouvrit et il vit une grande et grosse grenouille. Ça, c'est pour toi, ça, grenouille en vadrouille. Tout autour de laquelle il y avait une foule de petites grenouilles. La grosse grenouille lui demanda quel était son désir.
J'aimerais bien avoir le tapis le plus beau et le plus délicat qui soit, lui répondit-il. Elle appela alors une jeune grenouille et lui dit: Petite et verte demoiselle, pâte ridée, petit chien, un bon par-ci, un bon et un par-là, la grande boîte apporte-moi. La jeune grenouille alla chercher la boîte, et la grosse grenouille l'ouvrit et en sortit un tapis qu'elle donna à l'idiot. Il était si fin et si délicat qu'en haut sur la terre, nul n'était capable d'en tisser un semblable. L'idiot la remercia et remonta l'escalier. Les deux autres, quant à eux, pensaient que leur frère cadet était si bête qu'ils ne parviendraient à rien trouver. À quoi bon nous donner du mal en cherchant? Hein se dirent-ils. Ils prirent à la première bergère qu'ils rencontrèrent les tissus grossiers qu'elle portait en guise de vêtements et ils les rapportèrent à leur père. Au même moment, l'idiot revenait également, rapportant son beau tapis. Quand le roi le vit, il s'étonna et dit: Si je respecte la loi, c'est au cadet que doit revenir le royaume. Mais les deux autres ne laissèrent pas de repos à leur père et lui dirent qu'il était impossible que l'idiot, à qui la raison faisait défaut en toute chose, devienne roi, et ils le supplièrent de fixer une nouvelle condition. Leur père dit alors: C'est celui d'entre vous qui m'apportera le plus bel anneau qui héritera du royaume. Il emmena les trois frères dehors et souffla sur trois plumes pour les faire s'envoler afin qu'ils les suivent. Les deux aînés partirent de nouveau, l'un à l'ouest et l'autre à l'est. Quant à la plume de l'idiot, elle vola de nouveau tout droit et tomba par terre près de la trappe. Il descendit donc une nouvelle fois chez la grosse grenouille et lui dit qu'il lui fallait le plus bel anneau qui soit. Elle envoya aussitôt chercher sa grosse boîte et en sortit un anneau tout scintillant de pierres précieuses, et qui était si beau qu'aucun orfèvre sur terre n'eût été capable de le fabriquer. Les deux aînés se moquèrent de l'idiot, qui voulait partir à la recherche d'un anneau d'or, et ils ne se donnèrent pas le moindre mal. Ils prirent une vieille roue de charrette dont ils arrachèrent les clous, et ils la portèrent au roi. Mais quand l'idiot montra son anneau d'or, leur père dit de nouveau: C'est à lui qu'appartient le royaume. Les deux aînés ne cessèrent de tourmenter le roi jusqu'à ce qu'il fixe une troisième condition, en disant que c'était, celui qui ramènerait la plus belle femme qui obtiendrait le royaume. Il laissa de nouveau s'envoler les trois plumes, et elles partirent dans les mêmes directions que les fois précédentes. L'idiot descendit alors, sans hésiter, chez la grosse grenouille, et lui dit: Je dois ramener la plus belle femme. Tiens donc, la plus belle femme. Je ne l'ai pas sous la main. Mais tu l'auras tout de même, répondit la grenouille. Elle lui donna une grosse rave jaune évidée à laquelle étaient attelées 6 petites souris. Que dois-je en faire, lui dit l'idiot tout triste. Il faut simplement que tu prennes l'une de mes petites grenouilles et que tu l'installes dedans. Il en attrapa une au hasard dans le cercle qu'elle formait et l'installa dans la voiture jaune. Mais à peine était-elle à l'intérieur qu'elle se transforma en une demoiselle merveilleusement belle, que la rave se changea en carrosse et les petites souris se changèrent en chevaux. Il embrassa alors la demoiselle, partit au galop avec les chevaux et l'amena chez le roi. Ses frères arrivèrent après lui. Ils n'avaient pas pris la peine de chercher une belle femme et avaient ramené les premières paysannes venues. Quand le roi les vit, il dit: C'est au cadet qu'appartiendra le royaume après ma mort. Mais les deux aînés se mirent à crier, assourdissant le roi: Nous ne pouvons pas accepter que l'idiot devienne roi. Et ils exigèrent qu'on donne la préférence à celui dont la femme réussirait à sauter à travers un anneau qui était suspendu là, au milieu de la salle. Les paysannes sauront bien faire cela, car elles sont assez fortes. Mais cette demoiselle si délicate, elle se tuera en sautant, se disait-il. Le vieux roi accepta également cette nouvelle demande. Les deux paysannes sautèrent en premier. En effet, elles sautèrent à travers l'anneau. Mais elles étaient si gauches qu'en tombant, elles se cassèrent leurs gros bras et leurs grosses jambes. C'est sympa pour les paysannes. Ce fut ensuite au tour de la belle demoiselle que l'idiot avait ramenée, et elle sauta à travers l'anneau avec la légèreté d'une biche, si bien que les contestations durent cesser. L'idiot hérita donc de la couronne, et il régna pendant longtemps, et avec sagesse. Eh ouais. Voilà,
Ça, c'est les trois plumes, hein. Et j'adore, vraiment, j'adore ce conte parce que déjà, il y a plein de grenouilles. Il y a- Mais non, grenouille en vadrouille, t'es pas grosse. Il y a plein de petites grenouilles. Et en plus, il y a une petite grenouille, justement, celle à laquelle je pensais, justement, pour toi. C'est la grenouille qui était dans le carrosse. La douce, délicate et agile. Et donc, certainement, très intelligente. Vous voyez un petit peu comment je me rattrape? Je ne sais pas si vous avez remarqué également, il y a deux choses qui sont assez importantes. C'est que finalement, et c'est pour ça que j'ai voulu lire Cendrillon avant, c'est que Cendrillon, tout le monde connaît la transformation de la citrouille avec justement ben, les petites souris, etc. Alors dans le Cendrillon qu'on a lu aussi de Perrault, il y a les lézards. Donc les lézards, bon, on connaissait un petit peu moins, voire pas du tout, ou on a oublié. Mais ici, on se rend compte qu'une rave, hein, c'est un peu comme un, je sais pas, une rave, en général, ça doit être un, je pense, un chou rave, peut-être, que la grosse grenouille a pris, un chou rave ou un céleri rave, bref. Donc un légume rave, un légume racine, du coup, et qui se transforme justement en carriole, quoi, en carrosse, pardon. Et il faut bien voir que, en fait, comme les contes de Grimm, en fait, ce sont des contes qui ont été ramenés parce que ce sont des contes, en fait, oraux à la base, hein, qui sont racontés à l'oral, un petit peu comme l'Odyssée d'Homère. Hein, c'est pas Homère. Homère, lui, il a juste recompilé en fait plein de choses qui étaient racontées de manière orale, en fait. Hein, euh, on va dire que finalement, les Grimm, c'est un peu les Homères du conte d'une certaine manière. Donc, en fait, cette oralité-là, bah oui, d'une région à une autre, en Allemagne ou en Autriche, etc., comment dire, le conte, l'oralité, enfin, c'est un peu comme le bouche à oreille. On parle de choses qui sont, voilà, d'une belle histoire, on va la raconter, et puis, bah, ça va faire des petits, ça va circuler, et comme notre langage, ça va se modifier, bien évidemment. C'est l'évolution du langage, l'évolution du conte, c'est pareil, en fait. Donc on va retrouver forcément des similitudes d'un conte à un autre, parce que on se dit c'est génial, un légume qui se transforme en carrosse, waouh, c'est fantastique, c'est merveilleux, voilà. C'est très pratique aussi, finalement, comme moyen de locomotion. Hop, tu jettes ta carotte et puis c'est bon, bon, t'es une moto. C'est génial, c'est super, moi j'adore. Et l'autre chose aussi qui est à remarquer également sur ce compte-là, en fait, c'est le chiffre 3. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que en fait, on est dans un, vous savez, en Allemagne, il y a alors les familles qui envoyaient des, comment dire, des contes aux frères Grimm. Il y avait des familles, on va dire, chrétiennes, catholiques, etc. Donc, en fait, dans les contes, vous allez souvent avoir le chiffre 3, qui est le symbole de la Trinité. Dans le Cendrillon qu'on a eu juste avant, bah oui, c'est par trois fois. Vous savez, il y a par trois fois, il se passe plein de choses par trois fois, en fait. Hein. Par trois fois, Cendrillon s'échappe. Par trois fois, le carrosse passe devant la tombe des parents de Cendrillon pour prévenir le prince que c'est pas la bonne fiancée que tu prends, c'est pas la bonne fiancée que tu prends, là c'est la bonne fiancée que tu prends, que tu emmènes avec toi, pardon, excusez-moi du terme. Et ici, par exemple, ici c'est trois fois, c'est-à-dire que c'est au bout de trois fois que il y a d'abord comment dire, le tapis, ensuite il y a l'anneau, et ensuite il y a donc l'épouse, hein, la fiancée. En tout cas, je vous remercie encore une fois de nous avoir suivis. Merci encore une fois à Fred, Damien, mon petit ourson, pour tous vos conseils, pour le setup. Merci beaucoup à la compagnie Testuline avec qui je travaille sur Lyon. Avec qui je travaille sur un super projet qui s'appelle La Danse des Poètes, mais je suis pas éclairagiste pour la compagnie là sur ce coup-là, je suis conteur, comme par hasard. Et donc, du coup, eh bien, ça mélange poésie, danse, musique live, et ça se passe pour les 40 ans du Fort de Bron. Voilà, je le rappellerai donc mardi prochain. Mais donc, du coup, on joue le 22 mai à 14h et 16h. Et si jamais j'ai dit des bêtises, eh ben, la compagnie me tapera sur les doigts et je referai un erratum.
Voilà, mais normalement, c'est dimanche 22 mai. Le 21 mai, on est déjà sur place, mais voilà, on est en mode tournage, teaser, et puis, bah, répétition, évidemment. Et bah, avec la compagnie Testudine, donc avec Peggy, qui est la metteuse en scène de la compagnie, directrice de la compagnie. Donc avec Peggy, eh bien, on est conteurs tous les 2 et j'ai un grand, grand plaisir sur ce projet. C'est vraiment génial, moi j'adore. Et puis on a d'autres projets avec la compagnie, donc je mets en lumière donc un spectacle qui s'appelle Senna, spectacle de danse, et un autre show de danse à venir qui s'appelle le Blob, mais qui à mon avis, lui, verra plutôt le jour fin d'année, début d'année prochaine, je pense, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire voilà, beaucoup de choses à faire, tout est à construire et il y a déjà de belles choses qui sont posées, mais voilà, il y a pas mal de choses à faire. Et donc voilà, donc restez bien à l'affût de ce qu'on fait. Et donc voilà, donc merci à la compagnie Testuning qui m'avait aussi fait du prêt de matériel pour que je puisse tester les lumières, etc. Voilà, et puis bah, merci beaucoup à toi, Van Drake, vraiment, d'avoir eu la gentillesse d'être là pour être là pour la modération. Je te remercierai jamais assez, tu m'accompagnes beaucoup, voilà, tu m'orientes sur ce que je dois faire, comment aussi paramétrer, mon Twitch. C'est vrai que je suis déjà beaucoup dans la technique, dans le spectacle et c'est vrai que quand mon cerveau peut se reposer, avec quelqu'un qui peut me dire: «Juste fais ça, ça, ça», c'est vraiment très, très agréable. Voilà, donc avec Yvan d'ailleurs, avec Van Drake, très, très important. Là, je stream sur du compte, c'est le compteur du soir, mais le compteur du soir va revenir avec le compteur gaming. Si j'ose dire. On va streamer avec Van Drake sur du jeu vidéo, mais sur du jeu vidéo à tendance narrative. Ça va nous arriver parfois de faire du stream un peu, ce qu'on appelle du stream, du live un peu sauvage. Donc, si ça vous intéresse aussi éventuellement de nous rejoindre sur, comment dire, sur les jeux vidéo sur lesquels on stream, si on peut jouer en multijoueur, bah pourquoi pas. Mais soyez attentifs aussi, hein, je communiquerai sur mon Twitter, sur mon Facebook. Si on fait un stream sauvage, vous serez tout de suite prévenus. S'il n'y a plus rien à ajouter, eh ben on va se quitter avec une petite musique douce. Allez, cette fois-ci, je vous dis salut. Très bonne soirée, très bonne nuit à vous. Je vous embrasse et à bientôt mes petits loulous. Ciao!